Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin avec nous sur un sujet intéressant pour tous les CHU, je pense, puisqu'on va s'intéresser ce matin, dans le cadre de notre table ronde, aux nouvelles attentes des professionnels vis-à-vis des CHU en tant qu'employeurs. Parce qu'on réfléchit assez souvent à comment les CHU peuvent attirer, fidéliser des talents. On part souvent de l'offre et l'idée aujourd'hui, c'était de s'intéresser à la demande et de croiser les regards sur la demande. Donc moi, je suis Lucas Delattre, directeur adjoint des ressources humaines et de la formation au CHU de Montpellier. Et je suis accompagné de Florian Tess, qui est directeur du département attractivité et pilotage RH à la PHP. Et donc on a eu le souhait de traiter ce sujet ensemble et avec les intervenants qu'on va vous présenter. Donc on va faire dans l'ordre, peut-être pour que ça soit plus facile pour vous de les identifier. Donc on a tout d'abord Manon Morel. Bonjour Manon. Donc Manon, vous êtes présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. En sciences infirmiers, pardon, excusez-moi. Et donc vous allez aujourd'hui pouvoir nous apporter le point de vue des étudiants en santé et en particulier des étudiants infirmiers sur leurs attentes vis-à-vis de l'employeur. On a également Aloïs Rélac. Bonjour. Donc Aloïs Rélac, vous êtes interne en médecine au CHU de Bordeaux. Vous terminez, puis vous êtes aussi ancien président de l'association des internes des hôpitaux de Bordeaux et ancien premier vice-président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes. Donc le point de vue d'un jeune médecin et à travers lui, le point de vue des internes sur leurs attentes vis-à-vis des CHU. On a ensuite Michel Appelschauser. Bonjour. Donc vous êtes présidente du CEFIEC, directrice des soins et aussi directrice d'un IFSI, si je ne me trompe pas. Donc vous pourrez nous apporter le point de vue des formateurs, parce qu'on s'intéresse aux jeunes professionnels et à ceux qui les forment. On a Frédéric Barge. Bonjour Frédéric. Vous êtes donc cadre supérieur de santé chargé de recrutement des personnels soignants au CHU de Montpellier, à la direction des soins. Donc Frédéric pourra apporter un point de vue de recruteur, puisque c'est lui qui est en contact privilégié avec les soignants qui postulent au CHU. On a Fabienne Banchet, qui est directrice des soins à la PHP et qui pourra nous apporter un point de vue d'établissement. Notamment, vous avez sans doute entendu ou entendu parler du projet Attractim qu'a lancé la PHP et Fabienne pourra vous en dire plus sur comment les hôpitaux peuvent essayer de mieux caler aux attentes des jeunes professionnels, en tout cas celles qu'on a identifiées sur le temps de travail. Et puis on a Madame Maelzik Bigui. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et donc vous allez pouvoir aussi nous aider à prendre de la hauteur, à prendre du recul en nous apportant le regard de la sociologue que vous êtes sur le sujet que l'on traite aujourd'hui, donc les attentes des professionnels d'aujourd'hui et de demain vis-à-vis des CHU en tant qu'employeurs. On va démarrer. Florian, je vais te laisser introduire la table ronde et poser les premières questions. Alors bonjour à tous. Du coup, comme Lucas le disait tout à l'heure, nous avons voulu aborder ce sujet avec pas mal d'axes. Sous l'angle de plusieurs axes. Le premier qui nous intéresse et qui est en fait le début de l'entonnoir, si j'ose dire, du sujet, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui de nouvelles attentes chez ces nouvelles générations. On parle de génération Y, de génération Z et de changements vraiment structurels dans les attentes des nouvelles générations. On a quelques idées sur ça, mais Maelzik Bigui, est-ce qu'il y a vraiment ces grandes orientations à l'œuvre, y compris dans le monde de la santé ? Et quelles sont les caractéristiques en fait, qu'on pourrait dresser en premier lieu sur de grandes nouvelles attentes chez ces nouveaux professionnels ? Alors, pour ce qui est des professionnels de santé en particulier, je ne pourrais pas intervenir, mais sur un propos plus général, ce qu'a montré la sortie de la crise sanitaire, et donc tous les sujets là, de grandes démissions, démissions silencieuses, etc.,
c'est à la fois que les Français et les Françaises restent extrêmement attachés au travail. On a un taux d'emploi là qui crève le plafond, qui a atteint son plus haut niveau depuis qu'il est mesuré par l'INSEE. Donc les gens ne quittent pas le marché du travail, ils continuent à vouloir travailler. En revanche, si on regarde ce qui détermine leur souhait de se réorienter, de changer d'employeur, et aussi ceux qui le font vraiment, ceux qui démissionnent vraiment, les déterminants qui apparaissent les plus importants, ce sont ceux des conditions de travail et d'emploi. Donc là, par exemple, on a le secteur dans lequel on a trouvé le plus grand taux de démission, c'est celui de l'hôtellerie-restauration, dans lequel les conditions de travail et d'emploi sont connues pour être pas très très bonnes, pas très favorables. Et donc, à la faveur d'un petit renversement des rapports de force, puisqu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur, on a pu avoir des travailleurs, travailleuses qui ont quitté leur employeur ou qui ont choisi des employeurs leur offrant les meilleures conditions de travail et d'emploi. Et du coup, si on regarde côté employeur, dans ces secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre à la sortie de la crise sanitaire, enfin en tout cas à la sortie des confinements, hein, parce que peut-être que la crise sanitaire, on peut discuter de sa durée, les employeurs qui s'en sortent le mieux en termes de recrutement sont ceux dans ce secteur-là qui offraient les meilleures conditions de travail et d'emploi, ceux qui ont fait des efforts. Et donc j'insiste sur ces deux dimensions, emploi et travail. L'emploi, c'est la forme de l'emploi. Donc est-ce qu'on a un contrat d'une durée déterminée ou non? Est-ce qu'on peut se projeter dans son emploi? Est-ce qu'on peut s'insérer économiquement et socialement grâce à notre emploi, etc. Et conditions de travail, c'est comment on peut exercer son travail? Est-ce qu'on souffre de son travail? Est-ce qu'on s'épanouit dans son travail? Est-ce qu'on a le sentiment de bien faire son travail, de pouvoir se reconnaître dans son travail, etc. Et j'insiste là-dessus puisque dans les échanges préliminaires que nous avons eus avec les différents intervenants, il me semble que pour le secteur du soin, en tout cas, c'est peut-être la dimension conditions de travail qui est la plus importante. Et là, les questions d'emploi sont peut-être moins, à voir avec vous, hein, mais moins prégnantes. Et si on reprend du coup votre propos sur ça, sur les conditions de travail, finalement le facteur dont on a beaucoup parlé, notamment au sortir de la crise sanitaire, qui est le facteur de la rémunération, il faut mettre les pieds dans le plat assez vite, il est moins présent dans votre discours et peut-être qu'il est moins présent dans les aspirations des nouvelles générations, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit et finalement il y a encore ce facteur-là et finalement les conditions de travail, c'est lié au fait que peut-être on a moins de personnes qui viennent, par exemple pour nous à l'hôpital, du fait de rémunération, ce qui dégrade les conditions de travail, ce qui fait qu'on a moins envie d'y rester. Est-ce que c'est dans ce sens-là ou est-ce que finalement les rémunérations sont moins dans l'esprit des nouvelles générations? Je pense que ça dépend essentiellement des secteurs dans lesquels ces jeunes travaillent. Par exemple, il y a une enquête du CEREC, une enquête génération qui est intéressante parce que on regarde en fait le destin des jeunes interrogés à la sortie de leur formation initiale. On les regarde 3 ans plus tard, donc ce qu'ils sont devenus 3 ans plus tard. Et pour ceux donc, qu'on a interrogés en 2020, donc pendant ou au début de la fin de la crise sanitaire, enfin peu importe, donc ceux qui avaient fini en 2017, ceux qui ont le plus indiqué qu'ils souhaitaient changer de métier ou se réorienter, c'est ceux qui s'en étaient le moins bien sortis pendant la crise sanitaire, donc qui avaient eu du mal à gagner de l'argent, qui avaient perdu leur emploi, qui étaient dans une situation économique et vis-à-vis de l'emploi un petit peu précaire. Donc, et ça, c'est déterminant là, de la précarité vis-à-vis de l'emploi. Ils sont hyper classiques, hein, c'est souvent le niveau de diplôme. Donc ici, dans le secteur du soin, on a quand même des gens plutôt diplômés, donc ils vont être... c'est pas nous qui faisons ce petit... Non, bon. Ça vient d'ailleurs. On a de la concurrence. Donc je disais, ça dépend essentiellement des secteurs. Donc peut-être que dans le secteur du soin, où la rémunération est peut-être moins un problème, ça faudra en discuter, parce que je pense aussi qu'il y a des histoires de comparaison entre groupes professionnels en termes de rémunération, mais ça, vous savez certainement mieux que moi. C'est peut-être moins central. Et peut-être que dans le secteur du soin, la condition de travail et la capacité à se reconnaître dans son travail et d'une manière générale à trouver du sens dans son travail. Alors le sens, on peut le définir de plein de façons différentes, mais il y a une définition qui est inspirée de la psychodynamique du travail que je trouve intéressante et qui est, on a pu montrer en fait que donc, cette définition, c'est à la fois avoir le sentiment d'être utile. Donc exercer une activité, on a l'impression de faire quelque chose d'utile pour l'organisation dans laquelle on s'inscrit. Deuxièmement, qu'on ait l'impression que ce qu'on fait améliore la société, ou fait du bien socialement. C'est-à-dire qu'on pourrait faire quelque chose qui est utile, mais dans un secteur qui nous paraît désastreux
socialement ou écologiquement. Et troisièmement, qu'on ait l'impression de se réaliser ou de se développer dans un sens très large, en fait, de développer sa santé, c'est-à-dire que le travail ne provoque pas d'atteinte à sa santé, mais aussi qu'on puisse y réaliser, que le travail soit un facteur de construction de soi, de construction de sa santé. Donc si on retient cette définition du sens du travail, on a pu montrer avec d'autres enquêtes, les enquêtes conditions de travail, que cette notion de sens, c'était un bon prédicteur de démission et de réorientation, de changement. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose d'important du côté du sens. Et à mon avis, dans le secteur du soin, c'est particulièrement important dans la mesure où c'est un secteur qui reste quand même très vocationnel. On va souvent dans le secteur du soin pour des questions de sens qui sont importantes. Conditions de travail, conditions d'emploi. On a quand même deux grandes briques qui se dégagent. Effectivement, les conditions d'emploi ont sans doute été nettement améliorées ces dernières années. Il y a eu le Ségur de la santé, les rémunérations ont progressé. Alors, ça pourrait toujours être mieux, on pourrait faire plus, mais effectivement, sur ce levier-là, il y a des actions qui ont été menées et qui font qu'aujourd'hui, l'hôpital public commence à rattraper l'écart en termes de rémunération. Et du coup, on va peut-être creuser l'aspect conditions de travail qui a l'air assez central. Manon, par exemple, vous qui êtes étudiante infirmière, et Aloïs, vous qui êtes interne en médecine, vous exercez des mandats de représentation de votre communauté. Vous en exercez et vous en avez exercé. Parmi les leviers qui ont été cités, lesquels pour vous sont les plus importants, si ce n'est le plus central? C'est-à-dire pour vous, en termes de conditions de travail, Manon par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour l'étudiante infirmière que vous êtes et la future infirmière demain? Du coup, pour faire du lien un peu avec ce qui a été dit, ce qu'on a pu voir avec les retours de nos étudiants et même à titre très personnel, ce qui est important, on reste sur les conditions de travail. Est-ce qu'on a du matériel pour travailler? Est-ce qu'on doit courir après des ustensiles, des appareils pour mesurer ou pour pouvoir prendre en charge nos patients de la meilleure manière? Pareil, est-ce qu'on est rappelé constamment sur nos vacances? Est-ce que le temps de travail est efficient? Est-ce qu'on travaille dans de bonnes conditions? Ou alors est-ce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va venir travailler dans nos services, ça va être 7 heures, 10 heures, 12 heures qui vont être horribles, où on va courir partout, où on va rien trouver, où même le rapport à l'équipe va être compliqué. En tout cas, en tant qu'étudiant, le rapport à l'équipe, c'est quelque chose aussi qui penche en tout cas dans la balance et qui est très important. Est-ce qu'on est bien intégré? Est-ce qu'il y a de bonnes relations? Parce qu'on travaille, mine de rien, beaucoup en collaboration, que ce soit avec des professionnels d'une même profession ou alors en collaboration avec d'autres professionnels. Et tout ça, en tout cas, participe au fait qu'on a envie de revenir travailler ou même qu'on a envie de se lever tous les matins pour venir au travail. Aloïs, de votre point de vue d'interne en médecine? Oui, alors je vais compléter ce que tu as dit. Pour moi, un des points les plus importants, c'est clairement le temps de travail. À la fois dans la quantité de travail qui est faite dans la semaine, on sait que les internes ils dépassent souvent les 48 heures par semaine, mais aussi dans la qualité de travail qui est faite. Parce que quand on interroge les internes, ils ne font pas tous 48 heures de médecine. Une grande partie du travail qui est fait, au final, c'est beaucoup de tâches administratives. Et ça plombe énormément les équipes médicales, mais je pense aussi les équipes paramédicales et des métiers du soin. Quand un jeune médecin fait 50% de tâches qu'il va considérer comme administratives, il va avoir cette perte de sens dont vous parliez dans son travail. Donc je pense qu'il y a aussi une perte d'efficacité, une perte d'activité pour l'hôpital. Alors il y a tout un gros problème là-dessus. Ensuite, il y a aussi ce qui va faire rester ou pas l'interne ensuite, au-delà de cette histoire de temps de travail. Il va y avoir la qualité de vie dans le service, il va y avoir l'ambiance dans le service, la bonne gestion du service ou pas. Et on voit que les services qui sont dysfonctionnels et qui vont perdre du personnel médical, du personnel paramédical, vont être des services qui vont avoir parfois
une mauvaise gestion, qui vont peut-être manquer de moyens. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire pour arriver à fidéliser les équipes et fidéliser les internes et les futurs médecins qui travailleront à l'intérieur. Et je pense qu'une des dernières choses qui font rester les internes et qui font choisir les internes, le CHU ou le libéral ou le privé, ça va être l'excellence qu'il y a dans les CHU, ça va être les patients plus complexes, la pluridisciplinarité. Et je pense que pour beaucoup de médecins, s'ils restent dans les CHU, malgré parfois des conditions de travail qui auront été complexes, c'est parce qu'ils ont une plus-value qui n'existe pas ailleurs et qui n'existe que dans les CHU et qu'il faut garder, qu'il faut valoriser. Donc je pense que ces 3 points-là, en particulier le temps de travail et comment il est organisé dans les services. Frédéric Barge, vous êtes cadre supérieur de santé au CHU de Montpellier. Vous faites beaucoup de recrutements puisque vous occupez en particulier des recrutements soignants. Oui. Et là, dans ce qu'on a évoqué, finalement, on essaye de dresser de grands axes d'évolution. Mais est-ce que les profils que vous voyez en entretien sont les mêmes ou est-ce qu'il finalement il y a quelque part des catégories de nouveaux professionnels avec des attentes du coup différentes qui nécessitent qu'on s'adapte et qu'on propose des mesures différentes? En effet, donc le CHU de Montpellier, c'est un recrutement par an d'environ 300 infirmiers et 200 aides-soignants pour ma part. Et sans vouloir caricaturer, il y a plusieurs types de soignants. Le premier type qu'on peut retenir, ça va être pour l'attractivité. Quelqu'un qui va postuler chez nous pour le salaire. Donc la première question qu'il va nous poser, ça sera en effet les primes, le fonctionnement, le planning. Est-ce que c'est un service en 12 heures? Aujourd'hui, les nouvelles générations, je ne parle pas spécialement de l'âge, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail veulent travailler en 12 heures parce qu'il y a cet aspect très important qui est équilibre de vie avec équilibre de vie personnel et professionnel. Donc il va y avoir le salaire, on a des soignants qui vont fonctionner, ça c'est nouveau, on ne l'avait pas avant, qui n'ont pas de tabou par rapport au salaire, qui vont venir chez nous en disant voilà ce qu'on propose ailleurs. On voit même des compétences mises sur LinkedIn, voilà, c'est intéressant, des CV pour le plus offrant, donc on est obligé de s'adapter. Après, on a aussi les soignants qui, bien sûr, ont les valeurs humaines et qui, eux, vont me poser des questions plus sur l'ambiance du service, le patient, la typologie, donc on a des personnes. Et puis, on a la troisième catégorie qui, je dirais, est un peu nouvelle. Ce sont peut-être des soignants, on a parlé tout à l'heure d'aspect vocationnel, où peut-être des personnes sont... toute petite partie d'infirmiers nouvellement diplômés qui, eux, souhaitent repartir sur de la recherche directement et ne pas rentrer en service de soins. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont besoin de maturer encore leur projet de soins. Donc, ils vont avoir une demande au niveau des services avec une orientation plus recherche, voire même demander à repartir directement sur un Master 2 en sortie d'études. Donc, ils vont nous faire des demandes de postes temporaires, le temps de repartir sur des études. Donc, on a 3 catégories de personnes. On voit bien que du coup les attentes, elles sont protéiformes. Oui. Il n'y a pas une réponse unique à une attente unique de la nouvelle génération de professionnels. On parlait tout à l'heure de génération Y, génération Z. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça et on n'a pas forcément le portrait robot type. C'est ce que vous nous dites et c'est ce que j'entends dans les échanges. Et justement, Michel Appelschauser, vous qui êtes directrice formatrice et présidente du CEFIEC. Vous avez réalisé récemment avec la FNESI que préside Manon Morel une enquête pour tenter de savoir comment les étudiants choisissent leur premier poste. Donc ça fait écho à tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors on avait fait cette enquête en 2021, donc elle a 2 ans. Et c'était une enquête qu'on a menée en collaboration avec la FNESI et la FHF. Et donc la première question qui me paraît intéressante de dire ici, c'était de voir quelle était la perception du métier des infirmiers. Et la question était, est-ce que vous êtes fiers du métier choisi? Parce que ça, je pense quand même, pour répondre à la question du sens, oui, les infirmiers, les étudiants infirmiers étaient très fiers justement d'avoir choisi leur profession. Par contre, lorsqu'on a posé la question, quelle perception ces étudiants avaient du système de santé, là, c'était un peu plus la catastrophe parce que la grande majorité des étudiants disaient qu'ils ne faisaient pas confiance dans le système de soins et le système de santé. Donc voilà, on peut peut-être là mesurer déjà le fossé entre les deux.
Ensuite, pour aller plus dans le détail en lien avec ce que vous m'avez demandé, comment les étudiants choisissent leur poste et qu'est-ce qui est important pour eux. Alors, tout d'abord, c'est la caractéristique de l'établissement. C'est ce qui vient en premier, à savoir est-ce que c'est un CHU, CH, CHS ou établissement spécialisé. Donc, c'est leur premier critère, a priori, en 2021 de recherche. Ensuite, c'est la spécialité. Quelle spécialité est offerte? On en a discuté tout à l'heure, la réa, la géronto, qui est bien sûr beaucoup moins demandée. La pédiatrie serait certainement très demandée, mais il n'y a pas beaucoup de postes. Et voilà, alors bien sûr, les soins, les unités de soins continus, la réa, c'est des choses qui sont très demandées. Ensuite vient la chir, médecine, et puis le reste, psychiatrie, géronto, c'est beaucoup moins demandé. Ensuite, la localisation de l'établissement, parce qu'effectivement, on constate que bien souvent, les étudiants travaillent à proximité de là où ils ont étudié. Pour un bon nombre d'étudiants, c'est bien sûr pas la majorité, mais pour un bon nombre. Ensuite vient la dimension justement recrutement, avec la durée du contrat proposé, hein, CDD, CDI, ça c'est vraiment la politique d'embauche. Puis, en dernier, c'est l'organisation horaire, ça a été rappelé tout à l'heure. Monsieur rappelait que dans les entretiens, c'était une dimension qui était quand même très évoquée, 12 heures ou pas, dans certains services. Et ensuite, la perception de la bonne organisation de la procédure de recrutement. Et je soulignerai là-dessus qu'un étudiant qui a été bien accueilli dans un stage, en général, revient dans l'établissement et dans le service. Donc là, c'est quelque chose, on le milite depuis un moment, mais je pense qu'en tant qu'employeur ou en tant que responsable d'établissement, c'est là qu'il y a vraiment un travail à faire sur la politique d'accueil et d'encadrement de l'étudiant et de l'apprenant, hein, qu'il soit, je pense, médecin ou tous les professionnels de santé. Je pense que là, c'est un axe fort et c'est un axe qu'il faut travailler ensemble en co-construction. Merci. Alors, c'est intéressant parce que là, on a quelque part... avec les quelques minutes d'échange, on voit se dessiner un classement des catégories d'attente que vous avez fait de manière décroissante puisque c'était une enquête. Le temps de travail ne vient pas forcément en premier. Alors c'est souvent la question qu'on nous pose. Le planning, les 12 heures, c'est important mais ça ne vient pas en premier. Et il y a quand même les éléments de sens, de service, de valorisation, d'excellence, etc. qui reviennent. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est ce qui peut être distinctif pour un CHU. On va y revenir ensuite. Fabienne Banchet, en tant que directrice des soins expérimentés, est-ce que vous diriez que ces attentes, elles ont évolué au fil du temps? Vous, quelle est votre perception chez les nouvelles générations de professionnels que vous voyez arriver et que vous accompagnez? Est-ce que certaines attentes qu'on a citées là prennent aujourd'hui une place plus importante qu'auparavant? Alors effectivement, on a parlé tout à l'heure du planning. C'est quand même un point crucial et on note aujourd'hui un engouement quand même très important pour les organisations en 12 heures. Pourquoi? Parce que ça donne plus de temps pour soi aux professionnels. Donc l'organisation du temps de travail reste, de mon point de vue, déterminante. Avec une demande d'allègement, entre guillemets, des contraintes sur les plannings, beaucoup plus d'autonomie, très certainement. C'est la raison pour laquelle on a développé ce projet Attractim à la PHP. Et puis, ce que j'observe aussi, c'est que moi qui suis de filière infirmière, quand j'ai pris mon poste, la fonction publique hospitalière m'assurait un poste, une carrière, etc., à vie, une sécurité de l'emploi. Ce que je vois aujourd'hui, c'est un refus, enfin pas forcément un refus, mais l'engagement dans la fonction publique hospitalière, ça fait plus forcément rêver la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, compte tenu de l'offre qu'on a sur l'ensemble du territoire, c'est plus cela qui nous permet de fixer nos professionnels. Donc, je rejoins également ce qui a été dit du point de vue médical. La qualité de l'accueil, le climat dans le service sont absolument déterminants. Et encore une fois, une diminution des contraintes sur l'organisation du temps de travail, beaucoup plus d'autonomie avec probablement une autogestion de son planning que l'on essaie aussi de promouvoir ici ou là, sont intéressants pour les professionnels. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, quand on parle attractivité, quand on réfléchit
à la manière dont on peut être attractif. Aujourd'hui, de mon point de vue, s'intéresser à ce qu'attend l'individu et non pas le groupe, les professionnels, les infirmières, les aides-soignantes. Il faut vraiment proposer des solutions qui vont pouvoir répondre aux besoins de l'individu. Dans l'enquête de 2021, le premier critère, du coup, c'était le type de structure. Est-ce qu'il s'agit d'un CHU, d'un CH, d'un CHS, etc. Finalement, aujourd'hui, maintenant, Aloïs, tout à l'heure, Aloïs, vous avez commencé à évoquer le sujet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un CHU qu'on ne retrouve pas ailleurs, dans un CH, dans une modalité comme l'intérim, même après dans une modalité comme le libéral? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un CHU, du point de vue d'un étudiant, qu'il soit professionnel, futur professionnel médical ou non médical, il soit attiré par ce type de structure? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est la prise en charge des patients complexes et c'est la pluridisciplinarité, pouvoir parler à d'autres collègues, avoir accès à des examens en routine assez rapidement, pouvoir parler aux autres professionnels de santé en cardiologie, en pneumologie, en biologie, en infectiologie, avoir cette prise en charge globale du patient du début jusqu'à la fin et comme je vous l'ai dit, avoir ces pôles d'excellence d'innovation, de recherche. Par exemple, à Bordeaux, je fais un peu la pub Bordeaux, mais on a la cardiologie et on attire énormément les internes de cardiologie parce qu'on est un des meilleurs CHU là-dessus. Et les internes, ils restent au CHU après et ils se battent pour rester au CHU. Et c'est parce qu'on a ces pôles d'excellence qu'on peut, après, par la suite, garder des internes qui voudront avoir une pratique qui sera peut-être plus intéressante que sur de l'intérim ou même qu'en libéral où les patients sont beaucoup moins complexes et où le patient pourra être pris en charge du début jusqu'à la fin. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment le point clé. En tout cas, quand on te demande pourquoi tu vas choisir le CHU et pourquoi pas le libéral et pourquoi pas les hôpitaux privés, c'est ce qui revient en premier, c'est pour ces pôles d'excellence, de recherche, d'innovation et pour la prise en charge de patients qui sont plus complexes à prendre en charge et plus intéressants intellectuellement à prendre en charge. Manon, peut-être votre avis sur la question? De notre côté, moi j'aurais complété exactement, j'aurais plus axé sur la pluridisciplinarité et le fait que s'il y a un problème, on peut appeler directement un autre service, avoir un autre avis très rapidement. Et c'est ce travail d'équipe de manière très simple dans les CHU en tout cas qui ressort et où je complète totalement Aloïs là-dessus. Fabienne, vous avez évoqué un peu de manière un peu plus large la fonction publique hospitalière et le fait qu'aujourd'hui les attentes n'étaient pas nécessairement du côté de la stabilité, du côté de la modalité contractuelle ou du statut de la fonction publique. Finalement, est-ce que chez les candidats que vous voyez aujourd'hui, et c'est une question aussi pour Frédéric, mais un petit peu aussi pour Maëlys Zigbigi, parce que c'est assez large, est-ce que le statut de la fonction publique aujourd'hui ne fait plus rêver? Et le cas échéant, est-ce qu'il s'agit d'une méconnaissance du statut ou est-ce que c'est structurel? C'est qu'on n'a pas envie, on a peur de s'engager et on ne veut pas avoir quelque chose qui nous engage un peu trop longtemps au sein d'une même structure. Je pense effectivement, c'est qu'on veut pouvoir se détacher rapidement, prendre un poste rapidement, mais aussi pouvoir partir rapidement. Je ne sais pas ce que sur le plan du recrutement, ce que vous observez, mais la perspective de passer une grande partie de sa vie dans un même établissement, effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est pas ce qui intéresse le plus nos jeunes professionnels. Alors, ça va vraiment dépendre du type de candidat que nous aurons. Pour les candidats qui ont envie de faire carrière, notamment sur les spécialités, comme infirmier anesthésiste, puère. En effet, on sait que la fonction publique permet d'accéder quelque part à ce rêve. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, en revanche, on a maintenant une grande partie des candidats qui, en effet, connaissant toutes les offres d'emploi, vont opter pour des contrats courts et une liberté. Voilà. Je crois qu'il y a une image de la fonction publique hospitalière où on a l'impression d'être attaché à vie sans connaître la possibilité justement de ces départs temporaires qu'on peut faire pour aller réaliser un rêve. Et ça, c'est important et c'est à nous, CHU,
de montrer toutes les opportunités qu'on peut avoir en dehors. On a parlé statut, effectivement, et comment on peut le présenter de manière plus dynamique, finalement. Comment le statut, il n'a pas changé, hein, il n'a pas beaucoup évolué, voire pas du tout. Et les attentes, elles, ont évolué. On l'a entendu ce matin, c'est ce dont on débat. Et donc, c'est comment on arrive avec le même statut à finalement en présenter des avantages différents. Je ne suis pas sûr qu'on parlait beaucoup de la disponibilité pour convenance personnelle quand on recrutait quelqu'un il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ça devient peut-être un argument de recrutement sur vous inquiétez pas, vous aurez toujours la possibilité de faire autre chose, c'est ce que vous dites. Alors, je dirais que pour le coup, Manon, c'est intéressant parce qu'elle a dit une phrase qui est déjà très importante. Lors du premier contact, il y a deux aspects. Il y a l'aspect attractivité et l'aspect rétention et fidélisation, donc c'est complètement différent et complémentaire. Quand un candidat appelle, il veut savoir s'il va être tuilé, il veut savoir s'il va être bien accueilli, ça c'est l'attractivité. Il veut savoir s'il aura un planning, il veut savoir s'il va être appelé sur les repos. Et on peut l'entendre parce que c'est vrai que quand on vient d'être diplômé, on est jeune. C'est une profession qui est difficile. Après, sur la rétention et fidélisation, on va plus aborder le sujet de la mobilité interne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est habitué, qu'on connaît bien l'établissement, un CHU, en effet, on sait qu'au bout de 18 mois, 2 ans, on aura peut-être envie de bouger. Et c'est là-dessus où on va jouer. C'est là-dessus où nous, on s'adapte. Beaucoup plus qu'avant, et on doit pouvoir offrir à toutes ces personnes qui sont nouvellement diplômées cette possibilité de dire bon bah voilà, si jamais ce service, j'avais un idéal du poste infirmier, c'est vrai qu'une fois qu'on est en poste, on se redécouvre professionnel et puis étudiant, et on se dit bah, je vais peut-être m'orienter finalement plus vers la médecine. Et il faut que nous on soit souple en tant qu'employeur et donner ces opportunités pour fidéliser le personnel. Alors la question de la souplesse, on en a beaucoup parlé, hein, elle semble assez centrale. Question de la souplesse et notamment de la liberté d'organisation. On parle beaucoup de temps choisi. On sait que les hôpitaux sont des environnements contraignants en matière de temps de travail. Hein. C'est service public hospitalier, 24/24, 7 sur 7. Et on a des organisations qui ont été pensées autour de ça. Et là, aujourd'hui, on doit s'adapter pour continuer à répondre aux aspirations de nos professionnels qui sont à l'inverse maintenant sur j'ai envie peut-être de travailler plus longtemps mais un peu moins souvent. On a parlé des 12 heures. Et j'ai aussi envie de moins subir mon planning. C'est ce que vous avez dit les uns les autres. De ce point de vue, Fabienne, vous avez porté un projet intéressant à la PHP qui s'appelle Attractim. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors Attractim, ça veut dire autogestion du temps de travail et affectation choisie. Et ça concerne les infirmiers et infirmières de l'équipe de suppléance d'un des établissements de la PHP, en l'occurrence l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. En fait, cette idée, elle est née de différentes observations. En l'occurrence, je suis donc directrice des soins de cet établissement. Et face à nous, on a un IFSI et je discute assez régulièrement avec la directrice de cet IFSI. Et je voyais qu'on a quand même des jeunes diplômés à la sortie de l'IFSI qui veulent faire de l'intérim. Je me suis un petit peu aussi intéressée à cette question. Je me dis quand même, on sort du diplôme, on n'a pas encore d'expérience et on veut faire de l'intérim. Et je me dis, mince quand même, moi j'aimerais bien, alors on offre des 12 heures, on offre des contrats d'allocation d'études, etc. Mais j'aimerais bien être un peu en compétition, être compétitif face à cette organisation en intérim. Et on a essayé de penser un dispositif qui s'inspire de l'intérim et qui permet aux infirmières de cette équipe de suppléance et à ceux que l'on va recruter sur notre équipe de travailler à l'hôpital Ambroise Paré et peut-être demain sur d'autres établissements de la paix quand ils veulent et où ils veulent, comme on le ferait en intérim, mais en plus avec tous les avantages que propose la PHP. Donc en fait, on a mis en place une application numérique. Enfin, cette application numérique existait déjà un peu auparavant, mais on l'a adaptée, on a installé différentes fonctionnalités. Et en fait, ça fonctionne comme ça. Je raconte nos cadres de santé dans l'établissement
nous envoient leur demande de remplacement. Nous, on envoie à l'équipe de suppléance Attractim via l'application numérique les missions qui sont à pourvoir et elles s'inscrivent ou pas sur ces missions. Et donc, elles organisent leur travail, leur temps de travail comme elles le souhaitent, avec en plus des avantages que nous ne pouvions pas auparavant proposer, avec une possibilité de moins travailler le week-end, des avantages aussi en termes de pause de congé, c'est-à-dire que là où normalement on essaie dans les services de proposer 3 semaines de vacances, et bien cette équipe elle peut prendre un peu plus de congés, c'est-à-dire qu'elle peut poser 4 semaines l'été. Il y a quand même des contraintes. On est à l'hôpital, ça fonctionne 24 heures sur 24 et toute l'année. Donc, les professionnels sont quand même tenus de travailler soit à Noël, soit au jour de l'an. Et puis de travailler quelques fériés, mais c'est liberté quasi totale de programmation de son temps de travail. Elles choisissent leurs affectations et elles choisissent leurs horaires. Charge à elles, à la fin de l'année, si vous voulez, d'avoir fait le nombre d'heures requis pour un temps plein, pour un 80%, etc. Donc c'est vraiment une forme d'intérim adaptée à l'hôpital. Alors on va me dire, ben oui, mais la rémunération en intérim, elle est plus importante, elle est plus intéressante, certes. Mais en intérim, quand on ne travaille pas le mois de mai, ben on n'est pas payé au mois de mai. Alors qu'avec ce dispositif-là, vous pouvez nous dire, moi, le mois de mai, je ne veux pas travailler, vous ne travaillerez pas. Charge à vous de répartir votre temps de travail en amont du mois de mai ou après le mois de mai. Voyez ? Si vous me dites, je veux partir en Thaïlande au mois de mai, je ne veux pas venir travailler, eh bien, écoutez, vous vous organisez pour que ce soit possible. Voilà, donc c'est offrir plus de liberté, plus d'autonomie à ces professionnels. Donc on a expérimenté, là l'expérience est en cours depuis le mois de mars. Donc on est à mars, avril, mai, on est quasiment à 3 mois de l'expérimentation. Je fais le constat aujourd'hui que ça fonctionne et que ça intéresse parce qu'on a recruté un petit peu sur le dispositif et voilà, on essaie de trouver une organisation un peu innovante pour répondre aux aspirations des jeunes professionnels, mais pas que. Si on a des professionnels dans les services qui ont d'un seul coup envie de partir faire de l'intérim pour ces motifs d'améliorer, enfin de mieux concilier vie professionnelle, vie personnelle, bah écoutez, là aussi, ils sont les bienvenus sur cette équipe. Voilà l'expérimentation en cours à Boulogne-Billancourt, à l'hôpital Ambroise Paré. Merci, c'est très intéressant parce que c'est là, un moyen concret de tenter de répondre à ces nouvelles aspirations autour de plus de liberté d'organisation. Alors, moi, ça me pose une question. On entend aussi beaucoup parler, on l'a dit, chez les professionnels, de recherche de travail en équipe, de collectif, d'esprit d'équipe, de sens au travail. Et les cadres de leur côté nous disent souvent on a besoin d'équipes équilibrées en termes de compétences, en termes de profil, parce que le turnover, ça peut nuire à la qualité des soins. On a besoin d'équipes qui se connaissent, qui ont des automatismes, etc. Donc, est-ce que vous pensez que ce type de dispositif, finalement, est généralisable? Parce que là, ça se prête très bien à un pool de suppléance. C'est l'essence même d'un pool de suppléance de s'organiser pour faire des missions de remplacement. Mais est-ce que vous pensez que c'est souhaitable que les hôpitaux avancent, y compris sur un service de soins plus classique, sur un service MCO, sur ce type d'organisation de temps choisi? Moi, je pense qu'il y a une diversité de profils de paramédicaux, pas seulement les infirmiers. On a des professionnels qui vont souhaiter rester dans une unité parce que l'équipe est sympa, parce que le travail est intéressant, parce qu'on a le matériel, parce que les plannings ils sont bien faits et qu'on n'est pas rappelé toutes les 5 minutes. Et puis, il y a ceux qui veulent développer plusieurs compétences et aller dans différents services. Et là, le dispositif Attractim, effectivement, il est peut-être plus adapté
pour des professionnels qui justement vont aller dans différents services et peut-être à terme se poser en pédiatrie ou en gériatrie, parce que finalement, voilà, ils ont un peu fait le tour des différentes spécialités. C'est aussi un moyen finalement de choisir, de se rendre compte de ce qui plaît pour se poser ultérieurement. Ça rejoint ce que vous disiez sur la mobilité interne. Comme il y a cette quête de mobilité, là l'idée c'est de ne pas se fixer tout de suite et de finalement passer un peu partout dans l'établissement. Je pense qu'il y a vraiment un profil candidat pour ce type de poste. Tout le monde ne souhaite pas en sortie de diplôme aller sur un poste où on va tourner sur les différents services, parce que ça peut en effet nous mettre en difficulté en tant que soignant. Mais on repère vite dans l'entretien, et c'est l'intérêt de l'entretien initial, ces personnalités qui vont vouloir tourner rapidement de la même manière qu'un étudiant qui ne se sent pas en sécurité dans un service de soins, parce qu'il aura besoin d'être intégré dans une équipe, ne partira pas forcément sur de l'intérim. Voilà, choisira peut-être une autre structure. Donc l'intérim ou le pool de remplacement ou certainement un track team, je pense, va attirer vraiment un profil candidat particulier. Oui, Michel, vous vouliez compléter peut-être ? Alors pour nos étudiants, alors là je prends la casquette de directrice d'IFSI. Pour nos étudiants de 3e année, nous avons organisé tout récemment un forum recrutement où nous avons eu tous les employeurs du bassin qui sont venus exposer leur projet de soins et leur procédure de recrutement. Et à cet effet, j'ai entendu que les cliniques privées de là où se trouve mon IFSI, c'est-à-dire en Alsace, ne recrutaient plus. Et elles ne recrutent plus parce qu'après la fuite massive qu'elles ont vue des infirmiers après le Covid, il y a un retour d'infirmiers qui ont tenté l'exercice libéral parce qu'il manquait justement cette dimension d'équipe. Donc je pense que ce retour-là souligne vraiment l'importance de la dimension de l'équipe et que effectivement nos professionnels ont besoin de travailler en équipe. Michel, gardez le micro, parce que la prochaine question est pour vous. On a parlé du choix du poste, du choix de l'endroit, des modalités d'exercice. Finalement, si on regarde même avant, au cours de la formation, est-ce que, et on sait qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le sujet, est-ce que la formation, même par exemple en IFSI, mais plus largement dans toutes les écoles et instituts paramédicaux, vous paraît de nature à bien préparer les étudiants pour le début d'exercice professionnel? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans la recherche de modalités plus souples le côté un peu confort de se dire qu'on va travailler tranquillement et commencer sa vie active petit à petit pour bien se former, pour compléter sa formation? Alors c'est sûr, hein, quand on sort étudiant et qu'on prend le premier poste, je pense que là ça a été dit par Manon et par monsieur, ce qu'il redoute, c'est ne pas être tuilé. Hein, et c'est vraiment la prise de premier poste est très anxiogène pour nos étudiants. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils redoutent, arriver dans un service et être seul et pas être accompagné. Ensuite, j'ai un trou là, je m'excuse. Je vais passer. Voilà. Est-ce que finalement faire de l'intérim en début de carrière, ne pas se fixer tout de suite, ça remplace pas le côté professionnalisant qu'on attend de la formation à travers les stages, en disant voilà, moi je suis pas encore forcément sûr de moi pour me fixer dans une discipline et donc oui, je continue un peu à découvrir. Je dirais aussi, pour répondre à monsieur sur les profils de poste, je dirais aussi que certains étudiants, attention Manon, hein, vous m'en voudrez pas si je dis ça, mais certains étudiants choisissent justement l'intérim parce qu'ils sont pas toujours sûrs de leur pratique. Parce que c'est aussi une façon de ne pas rentrer dans une équipe et peut-être de ne pas appréhender le regard de l'autre. Je ne dis pas que c'est tous les étudiants, mais j'en connais certains qui ont un petit peu qui prennent un petit peu cette voie. Après, je pense qu'effectivement, il y a des étudiants qui ne veulent pas être engagés. En ce moment, moi, j'ai fait un petit sondage justement auprès de nos 3e années. Alors, il y a ceux qui, effectivement, veulent des contrats à durée indéterminée parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Par contre, ceux qui veulent des contrats
indéterminé, ça veut dire non, justement, c'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse, indéterminé parce qu'ils veulent s'engager et surtout parce qu'ils ont un désir personnel. Voilà, ils veulent s'établir dans la vie, ils ont fini leurs 3 ans d'études, ils veulent une stabilité parce qu'il faut quand même dire les 3 ans d'études, ce sont 3 ans très difficiles et que après, il y en a certains qui veulent fonder une famille ou ils veulent vraiment s'installer et donc le contrat indéterminé c'est vraiment important pour eux parce que ça leur permet de faire des prêts, etc. Donc il y a vraiment ce cas de figure. Ensuite il y a ceux pour lesquels la profession infirmière est vraiment une ouverture et donc ils se disent avec cette profession je peux être mobile. Ceux-là, effectivement, ne souhaitent pas s'engager et choisiront plus facilement des CDD, voire l'intérim, justement pour avoir cette flexibilité. Et il y a aussi peut-être un autre aspect, c'est vraiment l'aspect découverte. J'ai un panel de choix devant moi et je veux choisir et je veux découvrir plein de choses. Il y a aussi cette dimension-là qui est importante. Manon, vous partagez, vous avez des compléments à apporter sur cette question de l'intérim en sortie d'école ? Alors j'aimerais juste revenir sur la formation et sur la volonté de faire plusieurs services. Normalement, durant la formation, on est censé avoir une pluralité de stages avec une grosse diversité. Et en fait, actuellement, on est face à des tensions dans l'offre de stages et avec des stages qui sont diminués ou alors on est envoyé régulièrement dans les mêmes secteurs. Et en fait, quand on sort de diplôme, on n'a fait que 4 ou 5 secteurs. Et normalement, la formation infirmière est censée nous apporter cette pluralité de stages, découvrir plusieurs services, plusieurs spécialités, différentes manières d'exercer. Et en fait, en sortant de diplôme, actuellement, avec les tensions qui résultent dans la formation, on n'a pas ça. Et donc, en fait, par l'intérim, va chercher cet approfondissement des connaissances, chercher d'autres secteurs, d'autres manières de travailler. Il faut aussi se questionner pourquoi l'intérim est si attractif en ce moment. La stagiairisation ou alors les salaires proposés sont bien en dessous de ce que l'intérim propose, avec beaucoup plus d'avantages, à savoir le choix de son planning, à savoir pas besoin à savoir l'accompagnement. On parle aussi d'équipe et d'accompagnement, mais bien souvent les professionnels se retrouvent seuls quand ça se passe mal dans le service. Ils déplorent un manque d'accompagnement par les cadres ou les chefs de service. Et du coup, au moins avec l'intérim, ils sont fixés. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils arrivent, ils repartent. Finalement, si cet esprit d'équipe ne fonctionne pas, il n'y a pas besoin non plus de se forcer à l'avoir. Et il y a aussi quelque chose qui va être très important, c'est l'aspect sur la précarité étudiante, où pour financer des études, soit la formation socle ou soit la poursuite d'études, ces étudiants ont besoin de travailler à côté. Le pourcentage en tout cas d'étudiants qui ont besoin de travailler en parallèle de leurs études augmente constamment, année après année. Et en fait, l'intérim, contrairement au contrat à durée déterminée, permet cette flexibilité en tout cas dans les horaires de travail et les jours de travail et cette assurance financière en tout cas derrière où en l'occurrence les CDD ne le permettent pas et où surtout si chaque étudiant doit travailler un week-end sur 2 ou tous les week-ends, ça met aussi en jeu la réussite scolaire et académique. Donc voilà les raisons niveau intérim. Merci beaucoup. On a beaucoup abordé le comment on travaille, les conditions de travail, les conditions d'emploi. Mais Maëlys Zigbigi, finalement, au sortir de la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de l'endroit où on travaillait. Finalement, on partait de régions parisiennes pour aller vers la campagne, pour aller vers des villes moyennes, etc. Est-ce que finalement, cet objectif du où on travaille, il est si peu présent en fait, contrairement à ce qu'on pouvait dire, ou est-ce que ça reste encore un critère et en fonction du lieu d'implantation d'un centre hospitalier ou d'un CHU, ou de plus largement d'une entreprise, si on élargit le débat, il va y avoir des considérations très différentes et finalement le où va l'emporter sur le comment. Est-ce qu'il y a vraiment une importance du où finalement la nouvelle génération pense avant tout au comment, peu importe l'endroit où on travaille? Je vais essayer d'apporter une réponse. C'est pas simple de répondre comme ça, mais
Ce qu'on a pu, on interroge souvent en fait les transformations du rapport au travail des jeunes générations, enfin des nouvelles générations. Ce qu'on a pu voir avant la crise sanitaire, hein, c'est que le désir d'équilibre entre vie professionnelle et vie hors travail s'était renforcé. Donc certains ont parlé par exemple de polycentrage des existences, c'est-à-dire la volonté d'avoir une vie qui ne soit pas centrée uniquement sur le travail, mais aussi sur la famille, les loisirs, etc. Donc d'avoir un meilleur équilibre de ces différents centres d'intérêt de l'existence. Et peut-être que ces mobilités géographiques correspondent à ces désirs-là. Par exemple, il est plus simple, enfin je connais mal, mais d'exercer dans une ville de taille moyenne, même quand on travaille beaucoup, parce que après les temps de transport, les modes de garde, enfin tout un tas de choses se font peut-être plus simplement qu'en région parisienne où tout prend des proportions en termes de transport, etc. Considérables. Donc il peut y avoir ça. Et puis moi je voulais rebondir sur la question du comment, parce que j'ai trouvé vraiment que cette initiative-là, Attractim, elle est très intéressante. Elle a l'air de répondre à des enjeux importants de temps de travail, d'organisation du travail. Et je voulais quand même rappeler, en fait, pour prendre de la distance avec l'hôpital et parler plus généralement du secteur public, de la fonction publique, que la fonction publique, qu'elle soit d'État, hospitalière ou territoriale, elle est prise dans un mouvement d'intensification du travail qui concerne aussi le secteur privé depuis, on va dire, fin des années 80, début des années 90. Intensification du travail qui correspond à un enchevêtrement de contraintes qui pèsent sur le travail, contraintes de type marchande, donc répondre à la demande des clients, des usagers, des bénéficiaires, et aussi industriels, donc sortir un nombre de dossiers, traiter un nombre de cas, etc., avec des délais de plus en plus importants. Et pour le public, on a en plus ce qu'on appelle le New Public Management, ou la nouvelle gestion publique, aussi depuis début des années 90, qui renforce cette intensification du travail, dans la mesure où elle passe notamment, cette nouvelle gestion publique, pas que, mais notamment par un renforcement du contrôle sur le travail. Et le contrôle sur le travail, il passe par le développement des indicateurs chiffrés et le développement aussi un peu délirant parfois des tâches de reporting, en fait. Hein, c'est ce que vous disiez. Il n'y a pas que les médecins, d'ailleurs, dans tous les énormément de secteurs de la fonction publique, les tâches administratives, et en général quand les professionnels parlent de tâches administratives, ils parlent en général de remplir des tableaux pour faire du suivi d'activité, remplir des formulaires pour la traçabilité des actions, etc. Enfin, des tâches qui vont venir doubler l'activité, le travail réel en fait, et voir le phagocyter, prendre de plus en plus de place là-dedans. Donc ça me faisait penser, voilà, la question de l'attractivité de la fonction publique. Je pense qu'une partie parce que les gens venaient dans la fonction publique auparavant en sachant qu'ils seraient moins bien payés qu'ailleurs. C'est pas tout à fait nouveau. En revanche, le fait qu'il soit de plus en plus difficile d'exercer un travail d'intérêt ou de se détacher de ces fonctions, de ces travaux, ces tâches administratives, qu'elles prennent de plus en plus de place, ça c'est peut-être un peu plus nouveau. Et ça, du coup, vous, professionnels que vous êtes obligés de vous débattre, d'inventer des solutions dans un contexte qui est hyper contraint à tous les niveaux hiérarchiques et vis-à-vis de tous les groupes professionnels. Donc ça c'est un point spécifique pour la fonction publique à mon avis. Aloïse, du coup, en tant que jeune médecin, c'est vrai qu'on entend beaucoup cette question du reporting. Alors il y a eu l'effet T2A aussi qui a peut-être majoré cette contrainte, on va dire, du reporting. Comment vous, en tant qu'interne en santé publique, vous voyez les choses sur ce sujet ? Alors sur ce sujet-là, je pense qu'il y a, je vous rejoins entièrement. Hein, il y a vraiment ce gros problème de en fait, je pense qu'à la base, le problème, il est déjà dans l'organisation des services. C'est-à-dire qu'on a des services qui peuvent être très bien organisés, où il n'y a pas forcément ce problème de report de tâches qui vont être administratifs vers les médecins, où ils vont arriver à avoir une secrétaire médicale qui fait très bien son travail, ou parfois même des paramédicaux qui vont faire le lien entre le travail de secrétariat et le travail plus médical et de soins. Et d'autres services où ça va être moins bien organisé, où la visite va être mal organisée le matin, où elle va se refaire en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi avec d'autres chefs différents, et où ensuite le médecin de l'interne va devoir faire toutes ces tâches administratives de courrier, de papier, de prescription, etc. en fin de journée. Et c'est ça qui va
qui va allonger les journées de travail. Donc je pense que déjà il y a un problème d'organisation de services, d'organisation parfois des soins, parfois des visites, etc. Et puis je pense qu'il y a certaines tâches qui ont été délaissées, enfin qui ont été données aux médecins parce qu'il fallait moins de secrétaires, moins de personnel administratif dans les hôpitaux, et donc on les a enlevés, on les a regroupés en pôles, et ils ne sont plus forcément présents au sein des unités, au sein des services, et les médecins se retrouvent, et surtout les jeunes médecins se retrouvent à faire énormément de ces tâches-là, et c'est ce qui va les décourager de rester dans ces CHU, et surtout c'est ce qui va les faire être moins efficients au travail. Ils vont faire moins de médecine alors qu'ils sont là pour faire de la médecine, et sur les 45 heures ils vont faire 20 heures de médecine, et donc on perd 20 heures de reste où ils auraient pu passer du temps à soigner les patients. Et donc il y a presque un double problème à la fois d'efficience et d'optimisation du temps médical et paramédical, mais aussi un problème d'attractivité pour ces médecins qui ont une certaine perte de sens parce qu'ils font moins de médecine. Alors c'est un débat passionnant, hein. Ça pose la question de l'équilibre entre les exigences réglementaires, la traçabilité, la qualité, et effectivement le cœur de métier. Et on entend beaucoup parler du recentrage des professionnels sur leur cœur de métier. C'est aussi peut-être l'une des voies qui permettrait de solutions à trouver dans les organisations de soins pour libérer du temps au personnel soignant. Il va être bientôt temps de conclure. En tout cas, on voit dans cet échange très riche que moi, ce que je discerne de vos propos, c'est que les attentes, elles sont très diverses en fonction d'où on se place, en fonction de qui on est, et elles sont très individualisées. Donc on a aujourd'hui des organisations et des CHU qui sont construits pour traiter du volume. Frédéric disait tout à l'heure 1200 recrutements par an à Montpellier, dont 350 infirmiers. C'est des systèmes qui sont pensés pour faire du volume et apporter une réponse plus ou moins unique, alors qu'aujourd'hui les attentes sont très personnelles, très individuelles. On a parlé d'ambiance dans les services, on a parlé de gestion des plannings et du temps de travail. On a parlé d'équilibre entre vie privée, vie professionnelle et la liberté d'organisation qui va avec. On a parlé de conditions de travail, de pénibilité, de conditions matérielles d'exercice. On a parlé de sens au travail, d'excellence, d'innovation, de recherche, l'innovation scientifique, le service public. On voit bien que d'où se place l'individu, il n'a pas forcément... En fait, on peut piocher et on ne peut pas faire un portrait robot. C'est ce que je retiens de notre échange. Du coup, les réponses, elles sont nécessairement plurielles. Et ce qui est certain, c'est que les CHU et les hôpitaux publics, en général, sont en train de traiter cette question. Et c'est intéressant qu'on ait l'éclairage. On raisonne souvent à partir de l'offre. Donc c'est intéressant qu'on s'intéresse aujourd'hui à la demande. Et pour conclure, je pense que ça serait intéressant qu'on fasse un petit tour de table sur tout ce qu'on a cité aujourd'hui. Si vous deviez identifier chacun de votre point de vue un levier, voilà, un axe, une action sur laquelle les CHU devraient prioriser leur énergie dans les mois, les années qui viennent pour se rendre plus attractifs, qu'est-ce que ça serait? On peut commencer par Frédéric peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est de travailler l'accueil. L'accueil médical et paramédical de tous ces nouveaux candidats et ce 109. Je pense que c'est une base parce qu'on a eu en effet beaucoup de pertes et on est en train de corriger le tir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, si je devais retenir une seule chose, je pense que ça serait de redonner aux chefs de service et aux cadres de santé la possibilité de bien organiser son service. Et les chefs de service, je ne sais pas pour les cadres de santé, mais en tout cas, les chefs de service ont beaucoup trop de fonctions universitaires, de cliniques, de management. Et peut-être avoir des chefs de service qui sont réellement managers, qui passent la moitié de leur temps à manager et le reste du temps à faire autre chose, pour réorganiser ces services qui dysfonctionnent à l'hôpital. Et là, on retrouvera une bonne attractivité, je pense, de ces services. Alors moi, je ne vais pas parler pour les CHU en particulier, je ne connais pas suffisamment bien, mais je dirais peut-être d'une manière plus commune au secteur public,
diminuer le poids des contraintes gestionnaires parce que ça répondrait à la fois à ce souci d'avoir des temps non directement productifs, donc du coup pouvoir accueillir les gens, passer du temps à les former, leur expliquer des choses, etc. Garder des temps qui ne sont pas directement valorisables sur les feuilles de reporting, mais qui sont importants, des temps de pause où on transmet, où on passe les savoirs, etc., où on construit du collectif. Et puis, d'autre part, ça permettrait de desserrer un petit peu la contrainte du contrôle sur l'activité et donc relibérer du temps en diminuant le poids des contraintes administratives, redonner du temps à tous les soignants, soignantes pour soigner, quoi. Alors moi, je reste forcément un peu sur mon produit. Voilà, donc ça serait effectivement développer davantage l'autonomie de gestion pour les professionnels paramédicaux. Voilà. Je pense qu'il faut en tout cas miser sur la qualité de la formation et la qualité d'accueil des étudiants au sein des différents services et comment, par le biais d'un seul stage, on leur donne envie de s'engager après et de venir travailler en tout cas dans les CHU et comment on permet qu'ils aient une bonne formation et qu'ils puissent développer au cours de leur formation correctement. Moi, je renforcerai l'idée de l'accueil en stage, qui pour moi est primordial. Je dirais un deuxième mot, c'est le tutorat, parce que ça va avec. La qualité du tutorat et donner un temps dédié au tuteur, parce que c'est sûr que quand on doit soigner et encadrer en même temps, c'est souvent compliqué. Donc peut-être que pour mieux encadrer, il faudrait du temps dédié à cet encadrement. Et puis après, je dirais un troisième mot qui serait l'innovation, parce que je pense qu'il faut saluer les projets tels que vous le présentez. Et donc, se laisser ce choix d'innover. Merci beaucoup. Avant de vous dire un dernier merci d'avoir accepté de participer à cette conférence, on a réfléchi aussi avec Lucas sur la question. Et en fait, en creux, ce que vous dites, ça met en lumière ce dont on a quasi pas parlé, en fait, ce sont les fonctions support. Et on se dit, nous, qu'un élément de valorisation, de professionnalisation de ces fonctions support serait de nature à améliorer le sens au travail pour les autres professionnels, le fait de se concentrer sur les tâches propres. Et c'est peut-être un des éléments dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur lequel il nous faut travailler dans les CHU, mais plus particulièrement à l'hôpital public. Investir réellement dans les fonctions support, effectivement. Il y a aujourd'hui des potentiels avec l'intelligence artificielle. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient nous permettre d'optimiser les organisations et de les rendre les plus efficientes et tournées vers le soin. Ça, c'est important. Et dans les fonctions support, il y a le process de recrutement. Ça a été dit tout à l'heure. Je pense que ça ressortait aussi dans l'un des éléments de l'enquête, qui, je pense, est un élément central aussi à travailler, c'est-à-dire la qualité du process de recrutement pour que l'expérience des candidats soit la meilleure possible, que ça ne leur paraisse pas nébuleux, long et compliqué dès le stade du dépôt de CV dans un CHU. On y travaille tous les CHU sont en train de se moderniser là-dessus, mais ça me paraît être aussi important. Merci à toutes et à tous pour votre participation et pour nos échanges que j'ai trouvés très riches et très éclairants. Est-ce que dans le public, il y a des questions particulières qui se posent pour nos intervenants? Oui. Je suis désolée parce que je suis arrivée en cours de votre présentation. Moi, je suis cadre de santé. J'ai fait toute ma carrière dans divers services publics, privés. Et maintenant, je suis en IFSI. Et je suis responsable des stages. Donc, je voulais juste apporter peut-être quelque chose dans ce que vous avez dit, des conclusions. J'espère que j'enfonce pas une porte ouverte, mais je me demande s'il ne faudrait pas repenser Parcoursup et ce qui fait qu'un bachelier choisisse de faire sa formation en soins d'infirmiers. Je remarque que la motivation n'est pas toujours présente. Voilà, et je trouve que c'est dommage de ne pas repenser le système de formation des soins infirmiers, parce que s'il n'y a pas la motivation au départ, je pense que rien ne pourra suivre. Et par ailleurs,
je remarque que ça fait aussi perdre du temps à des jeunes qui ne sont pas nécessairement destinés à ce type de métier. Bon voilà, j'espère que je ne fais pas une redite de ce qui a déjà été évoqué dans votre table ronde, mais ça me paraît excessivement important. Et par ailleurs, c'est vrai que dans le tutorat, j'abonde dans tout ce qui a été dit. J'ajouterais que dans les plans de RH des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, il n'y a pas de poste de tutorat. Ça ne fait pas partie des programmations et c'est fort dommage. Voilà, merci. Merci pour ce regard très complémentaire du coup des interventions qu'on a pu avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça sera le mot de la fin. On vous remercie à tous d'avoir participé et assisté à cette table ronde et on vous souhaite une bonne continuation et un bon salon. Bonne journée à tous.